Du coup, moi, bonjour, je suis le docteur Lara Marteau, je travaille en cardiologie et en radiologie au CHU. Et je vais vous parler de la place du coroscanner dans le dépistage de la maladie coronarienne. Et Baptiste m'a bien aidé en disant que le dépistage de l'ischémie ne servait pas à grand-chose. Donc l'évaluation du risque cardiovasculaire, ça se fait habituellement selon les scores de risque, score 2 et score OP, qui utilisent les facteurs de risque classiques que vous connaissez, pression artérielle, cholestérol, sexe, âge, et puis qui permet d'estimer les événements cardiovasculaires à 10 ans et qui permettent de classer les patients en bas risque, risque modéré ou haut risque cardiovasculaire. Et avec, chez notamment les patients à risque un peu intermédiaire où on ne sait pas trop s'il faut introduire ou non un traitement préventif, des modifieurs du risque dont a parlé Baptiste, et notamment le score calcique, qui est un modifieur du risque qui a été largement étudié. Donc le principe, c'est que c'est une évaluation de la charge athéromateuse globale. C'est un examen qui est synchronisé à l'électrocardiogramme, qui est réalisé en coupe épaisse, qui est très rapide puisqu'en une apnée, ça suffit, qui est sans injection, avec une faible irradiation qui est de l'ordre qui est inférieure à 1 millisievert, donc c'est comme une mammographie, et qui permet une quantification, c'est semi-automatique des calcifications, donc c'est très facile et très reproductible. Il a prouvé son intérêt pronostique dans de larges études observationnelles, avec dès lors que le score calcique est à 0, finalement un risque d'événement à 10 ans qui est faible, qui est de l'ordre de 1 à 2%. Et puis lorsqu'il est au-delà de 100 notamment, et ben finalement un taux d'événement à 10 ans qui est de 13 à 16%. Donc qui correspond dans le score 2 aux patients qui sont à haut risque ou à très haut risque cardiovasculaire. On voit que quand on associe le score calcique au score de risque classique, on améliore le dépistage, le dépistage avec l'air sous la courbe. Donc c'est la... Je peux faire ça là ? Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Ah ouais. Avec l'air sur la courbe, donc celle-là, c'est facteur de risque associé au score calcique. Donc on voit qu'on est meilleur que lorsqu'on utilise simplement les scores de risque classiques ou qu'on utilise les scores de risque associés aux autres modifieurs du risque, notamment la mesure au niveau de la carotide, de l'intima et de la média. Et puis, enfin, le score calcique, finalement, il est associé aux événements cardiovasculaires, et ce, quel que soit le score de risque initial, c'est-à-dire que les patients qui sont à faible risque selon le score de Framingham, ils sont avec un score, s'ils ont un score calcique élevé, finalement, ils sont à plus haut risque que les patients qui étaient classés dans un haut risque mais qui ont un score calcique à 0. Et donc, il y a ce score de risque qui s'appelle MESA 10-year CHD risque, qui propose de recalculer le score de risque en intégrant le score calcique. Et donc là, j'avais mis des données d'un patient lambda et qui, donc, sans le score calcique, aurait été à risque cardiovasculaire modéré et qui passait à haut risque cardiovasculaire avec son score calcique à 350. Et ça permet aussi de leur... Je pense que c'est bien pour les patients, on leur dit que ils ont des artères qui ont 10 ans de plus que leurs artères pourraient les laisser penser, et que ça peut les aider à se dire que c'est bien de prendre le traitement. Ok, donc on fait un score calcique, et ensuite qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut faire un test d'ischémie ? Alors il y a quelques études qui sont intéressées au sujet. On a l'impression, effectivement, quand on regarde les autres ratios, que plus le score calcique est élevé, plus il y a de l'ischémie. Néanmoins, en fait, c'est des études qui sont très hétérogènes, avec des plages d'ischémie qui sont très larges, ça va de 4 à 64%, donc c'est quand même très difficile d'en tirer une conclusion. Il n'y a surtout pas de cut-off à proposer de score calcique à partir duquel réaliser un test d'ischémie. Et puis, réaliser un test d'ischémie chez un patient asymptomatique, c'est finalement pas recommandé dans la pratique courante. Il y a 7 études en cours, Early Synergy,
qui est un essai contrôlé randomisé et qui, chez les patients présentant un score calcique supérieur à 300, les randomise vers IRM de perfusion versus pas de test fonctionnel et qui va s'intéresser à la survenue d'un critère composite de décès cardiovasculaire, infarctus et hospitalisation pour encore instable insuffisance cardiaque ou arrêt cardio-respiratoire avec un suivi à 5 ans. Donc on verra si ça a un intérêt. Ensuite, est-ce qu'il faut optimiser le traitement ? Oui, les statines surtout, avec dans cette étude de Mitchell, l'intérêt des statines qui avait été démontré dès lors que le score calcique était supérieur à 100. Et quelle que soit la classe initiale, le score de risque initial, donc bas, intermédiaire, sauf chez les patients à haut risque où je pense qu'il y avait moins de patients, mais en tout cas, ils avaient le bénéfice des statines était là, même si le score calcique était à 0. Alors, les recommandations européennes, elles sont assez vagues. Et elles nous disent que si le patient a un score de risque modéré, on peut considérer les modifieurs du risque pour introduire ou non le traitement. Les Américains, ils sont plus clairs. Ils nous disent que chez le patient chez qui à risque modéré, dont la décision d'introduire ou pas des statines est incertaine, il faut en mettre à partir du moment où le score calcique est supérieur à 100 ou supérieur au 75e percentile. Et c'est en grade 2A. Et ensuite, l'aspirine. Est-ce qu'il faut mettre de l'aspirine quand on a un score calcique élevé ? Donc, toutes les études, donc c'était une grosse méta-analyse, de l'aspirine en prévention primaire dans la population générale ne montrait pas de bénéfice de l'aspirine, puisque certes, il y avait une diminution des événements cardiovasculaires, mais une augmentation des événements hémorragiques avec un nombre de sujets nécessaires à traiter qui était égal au nombre de sujets à blesser. Enfin, c'est pas comme ça qu'on dit en français. Number needed to harm. Et quand on se base sur le score calcique pour mettre de l'aspirine, et dans cette c'est une étude observationnelle, mais on avait l'impression que quand on stratifiait sur le score calcique, à partir du moment où le score calcique à nouveau était supérieur à 100, et quand même le nombre de sujets à traiter diminuait franchement par rapport au nombre au NNH, et ce qui laisse une petite place dans les recos sur le diabète de 2023. Ils disent que chez les patients diabétiques, chez qui il a été mis en évidence une maladie coronarienne asymptomatique et notamment documentée par de l'imagerie, il se peut que le bénéfice des antiagrégants soit plus important et donc qu'on puisse mettre en place une thérapie individualisée. Donc en gros, chez les patients qui sont à très haut risque, avec un score calcique élevé et qui sont à très faible risque hémorragique, peut-être qu'on peut se poser la question de mettre de l'aspirine en prévention primo-secondaire, quoi. Alors, est-ce que ça suffit, le score calcique ? Sa limite, c'est que c'est pas injecté, donc on ne voit pas les plaques non calcifiées. Et donc ça, c'était une étude chez des patients symptomatiques, cette fois-ci, mais qui montrait que chez les patients qui avaient un score calcique à 0, il y en avait 40% tout de même qui avaient des plaques qui étaient certes non sténosantes, mais qui étaient des plaques molles et qu'on ne voyait pas par le score calcique et qu'on aurait donc estimé à bas risque cardiovasculaire. Alors, comment voir ces plaques ? C'est le coroscanner, on injecte de l'iode. C'est une acquisition qui est toujours synchronisée à l'ECG en coupe fine cette fois. C'est presque tout aussi rapide, 1 à 2 apnées. Il y a peu d'iode et l'irradiation, elle est faible. Donc finalement, c'est pas beaucoup plus contraignant qu'un score calcique. Chez les patients symptomatiques, donc ça a des bonnes performances diagnostiques en termes de sensibilité, qui est à 93%, donc avec une bonne valeur prédictive négative, avec par contre une moins bonne spécificité, donc 53% dans cette méta-analyse, qui est probablement meilleure maintenant avec les scanners de dernière génération. Et chez les patients symptomatiques, le coroscanner, au même titre que la scintigraphie myocardique, est en grade 1 pour la recherche de maladies coronariennes. Donc, les recos nous disent que coro en première intention chez un patient, donc syndrome coronaire chronique, coro en première intention si
probabilité pré-test élevée et angor réfractaire au traitement ou angor pour un faible niveau d'exercice ou altération de la FEVG. Et que sinon, si on n'est pas dans ce cas-là, c'est test d'ischémie, test non invasif, donc soit coroscanner, soit test d'ischémie en fonction de la probabilité de maladie coronarienne, plutôt coroscanner si la probabilité de maladie coronarienne est faible et plutôt test d'ischémie si elle est élevée. Alors, il y a cette grosse étude américaine qui avait comparé le coroscanner et la scintigraphie myocardique dans le dépistage donc, de maladies coronaires chez les patients symptomatiques, qui n'avait pas mis en évidence de différence sur notamment la mortalité toute cause entre les deux, avec néanmoins une diminution du nombre de coronarographies sans sténose significative dans le groupe coroscanner par rapport au groupe scintigraphie. Et puis la fameuse étude Scott-Hart en Europe qui comparait une procédure classique, donc c'était soit test d'effort, soit scinti, soit écho d'effort, versus coroscanner, donc même patient, et qui avait mis en évidence une diminution de la mortalité et des infarctus du myocarde dans le groupe coroscanner versus standard care, et ce, en l'absence d'augmentation du nombre de revascularisations et donc en lien avec l'instauration d'un traitement préventif et d'un dépistage précoce d'une coronaropathie. Donc le coroscanner, ça permet de rechercher des sténoses, comme le fait la coro et la scinti, mais pas que. Ça permet d'évaluer la charge athéromateuse globale, donc ce que je disais avec le score calcique, et donc de mettre en place des thérapies adaptées. Et puis ça permet non seulement de voir la lumière, mais aussi la paroi des artères, et de déterminer des plaques à haut risque de rupture. Et donc il y a quatre caractéristiques qui ont été décrites comme associées à une augmentation du nombre d'infarctus. C'est le remodelage positif, la faible densité, le signe du rond de serviette et les microcalcifications. Et donc, on est censé quand on fait un coroscanner, on est censé vous informer si ces critères de plaques à haut risque et de vulnérabilité sont présents. Et puis enfin, il y a d'autres choses qui sont en cours d'étude. On commence à en parler, c'est l'index d'atténuation de la graisse épicardique, qui est un reflet en fait de l'inflammation de la plaque. Donc là, actuellement, on ne peut pas le mesurer, mais c'est aussi un marqueur de vulnérabilité de la plaque et qui est associé à la mortalité. Et puis un dernier critère, c'est la progression de la plaque qui semble sur 2 coroscanners réalisés. Donc là, sur cette étude, ils étaient réalisés à 1 an d'intervalle et ils ont montré que lorsque la plaque progressait sur 1 an, c'était à risque d'événements cardiovasculaires et d'infarctus. Et on retrouvait, le pire, c'était présence de critères de vulnérabilité plus progression de la plaque. Là, c'était franchement associé à l'augmentation du risque d'infarctus. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un coroscanner en première intention chez ces patients ? J'espère que je vous ai convaincu. On pourrait revoir un peu les choses et se dire que chez un patient qui a un angor stable, on fait le coroscanner en première intention pour documenter la maladie coronarienne, instaurer un traitement préventif et notamment des statines, et puis en cas de persistance d'angor malgré le traitement médical, dans ce cas-là, proposer un test d'ischémie pour guider le traitement et voilà, voir s'il y aura un vrai bénéfice, si les symptômes sont effectivement liés à une ischémie et s'il y aurait un vrai bénéfice à revasculariser ces patients. Et puis, je ne sais pas s'il me reste 2 minutes, il y a 2 choses qui arrivent. C'est le coroscanner de perfusion qui permettrait une évaluation fonctionnelle en plus de l'évaluation anatomique. Donc, ce serait vraiment une évaluation globale. Donc, c'est un peu comme l'IRM de stress. Après, en pratique, je pense que ce n'est pas forcément facile de prévoir qu'on va faire ou pas
En fait, l'idée, c'est d'aller faire un scanner. On voit qu'il y a une sténose de plus de 50%. Et dans ces cas-là, on fait la perfusion. Comme ça, le patient, il est venu, il vient qu'une fois. Et on voit s'il y a de l'ischémie. Et puis, la FFRCT, qu'on commence à décrire, qui pour l'instant n'est pas encore réalisée en pratique quotidienne. Et voilà. Donc, en conclusion, le score calcique, on le fait chez les patients asymptomatiques. Je pense qu'il est sous-coté. Il a un vrai intérêt pronostique et il permet d'optimiser le traitement, notamment l'instauration de statines. Après, c'est pas parfait, ça ne met pas en évidence les plaques non calcifiées notamment. Et donc le coroscanner, qui est actuellement recommandé chez les patients symptomatiques, mais qui finalement n'est pas beaucoup plus irradiant, avec peu d'iode et qui pourrait permettre de donner des réponses plus complètes, notamment l'évaluation anatomique précise des calcifications, la quantification des sténoses, l'analyse de la composition et la vulnérabilité des plaques, l'évaluation de l'atténuation de la graisse et l'évaluation fonctionnelle à venir.